pour refaire une transition vers la suite. Qu'est-ce qui nous attend désormais? Est-ce que tu veux qu'on repasse sur Voilà. Skype? Je sais pas, c'est comme tu veux. Pour le moment, ça marche. Bon, jusqu'au moment où ça bug, mais vas-y, on continue. Voilà, voilà mon premier lancement, Génial. donc 19 décembre 2004. J'ai donc grâce à cette campagne, j'ai pu déjà voir le lanceur de très très près. Comme vous avez pu voir, j'étais en haut du lanceur quand on a mis la coiffe. La photo de gauche, c'est le lanceur comme on peut le voir quand on monte par des escaliers sans bâche finale. C'est super. Ouais, voilà, magnifique. je souhaite à tout passionné de faire ça. C'est le premier lancement que tu as vu en vrai? Ouais. Ok. Ouais. Super. Donc j'étais à peu près à 7 km. Ça s'appelle le site de Toucan. Il s'appelle comme ça pour ceux qui connaissent. Et ouais, c'est génial. Le bruit qui arrive plus tard que ce qu'on voit, le crépitement. Ouais, Ariane est impressionnante. Et avec une collègue, on s'est mis à chialer comme des madeleines juste derrière parce qu'on était trop contents. Moi, j'ai appelé mes parents juste après en disant super, merci, vous avez cru en moi, vous m'avez toujours poussé et je réalise mon rêve, quoi. Voilà. C'était un de mes rêves de voir un lancement et j'y étais, quoi. Voilà. C'était super. Moi, c'était pas le dernier en plus. J'en ai jamais vu et je pense que, comme le dit le geek, mon avis, je vais y aller pour voir le James Webb télescope, je pense. J'aimerais beaucoup. Ouais, il va y avoir du monde, hein. Ah ouais, ça va être top. Ouais, je vois Mathilda, elle dit les vibrations. Oui, c'est vrai, pour Ariane 5, c'est impressionnant. C'est ce que eu vraiment pour les autres lanceurs que j'ai pu voir. C'est vraiment les vibrations qu'on sent dans son ventre, en fait. Voilà. C'est vraiment très particulier. Ouais, je vous le souhaite à tous, hein, si vous aimez le spatial. Voilà, je vous le souhaite à tous. On va tous se retrouver, je pense qu'on peut tous se donner rendez-vous pour le lancement du James Webb. Hein. On va faire une capsule avec 50 000 personnes, ça va être génial. Bon, j'accélère un peu. Tous les lancements depuis 8 mois. Mathilda, finesse, j'ai trop envie de te rendre visite en Guyane, c'est trop bien. super. Énorme. Bah oui, on va avancer un peu parce que là, on a encore beaucoup de choses à dire. Après, je suis passée sur les satellites de télécommunication. C'est une intégration un peu différente. Je n'ai pas fait de détails par rapport à ça. Là, c'est un Lego. C'est différent en fait. On reçoit le module, chez Airbus à Toulouse, on reçoit le module de propulsion et de service qui vient de Stevenage, fabriqué à Stevenage en Angleterre. Et le module de communication, la charge utile du satellite, qui est fabriqué à Portsmouth en Angleterre. Et en fait, on assemble tout ça. On rajoute quelques équipements, un certain nombre d'équipements en plus. On va rajouter les antennes, on va rajouter les panneaux solaires. Et ensuite, on va tester tout ça à différentes étapes. Et en fait, on fait les tests d'environnement. Et à un moment donné, pour la campagne de lancement. Voilà. Donc en fait, un satellite de télécommunication à Toulouse, l'intégration, elle est à peu près de 8 mois. Parce qu'on reçoit les 2 gros morceaux, on rajoute des choses, on fait des tests, et voilà, ça dure à peu près 8 mois à l'heure actuelle. Ok, d'accord. C'est ce qui se fait de plus rapide pour un satellite, je veux dire. Un satellite de télécommunication, c'est assez rodé maintenant. Oui, tout à fait. Et puis après, les 2 gros morceaux ont été fabriqués, on va dire, en amont à l'extérieur de Toulouse. Donc voilà, il faut quand même cette partie-là à faire. Mais, du coup, j'ai fait ma première et seule campagne de lancement à Baïkonour, et c'était sur Proton. L'occasion de découvrir un énorme avion, l'Antonov. Un truc, pour les connaisseurs, c'est The Avion. 6 réacteurs. C'est vrai que c'est impressionnant. Proton, alors on est sur une base en fait militaire, et c'est à 20 km de la ville de Baïkonour. Et vous avez à peu près l'autorisation de bouger à l'intérieur d'un carré de 3 km sur 3.
Voilà. Avec à l'époque, c'était 2006, avec des bâtiments qui étaient désaffectés, il n'y avait personne, ça faisait un peu mort. Et puis, par exemple, il y avait une piscine olympique complètement désaffectée. Ça fait très, ouais, c'est très Russie, quoi. Hein. C'est vraiment l'image qu'on se fait de la Russie, quoi. On était logés dans un hôtel, alors très rustique. Et on nous emmenait en minivan au hall d'assemblage pour les activités sur le satellite avant le lancement. Voilà, en minivan, c'était assez épique parce qu'il y a des moments le matin, c'est très cliché, mais les moments le matin, le chauffeur, je n'étais pas sûre qu'il soit très à jeun dès 8h du matin, quoi. Voilà. Et, aïe, aïe, aïe. Voilà, c'était particulier. Ouais, c'est particulier, quoi. Ouais. Alors, j'ai perdu. Une autre ambiance. Est-ce que tu veux pas qu'on repasse sur Skype? J'ai quelques coupures. Si vite fait, on peut repasser sur Skype. Ouais. Yep. Parti. J'ai perdu ma souris. C'est bon, tu m'entends? Attends, j'étais en train de changer. J'ai perdu ma souris entre deux en plus. Alors, désolé, je sais pas où j'en étais. Problème technique de Discord. Tu m'entends bien? Oui. Moi, je t'entends bien aussi. Parfait. C'est bon. Bon. Et les autres nous entendent? Les autres nous On vous a pas perdu? Tout le monde est bon normalement. Tout le monde est bon. Tout le monde est toujours à bord. C'est bon. Normalement, c'est bon. Ils répondent pas tout de suite. Là, je vous ai mis les photos de l'intégration du satellite sur l'étage supérieur. Alors, c'était pas Frégate, je sais plus ce que c'était à l'époque. Parce que ça remonte à 2006. Donc voilà, le genre d'activité extrêmement préparée à l'avance, où là, en tant que qualité, on vérifie que la procédure, justement, elle est préparée à l'avance, qu'on a retiré effectivement toutes les protections qui vont bien et qu'il ne reste pas d'éléments non-vol voilà, sur le satellite. On vérifie l'état du satellite. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est endommagé et qui, par exemple, sur tous les mécanismes, tout ce qui est panneaux solaires, antennes qui doivent se déplier, arriver en orbite, est-ce qu'il n'y a rien qui gêne une émélie qui se décolle et qui va empêcher voilà, le déploiement d'un appendice, ce genre de choses. Voilà, c'est ça le métier d'assurance qualité aussi que je faisais. Donc, l'occasion d'être pareil à la mise sous coiffe. Donc, côté lanceur, c'est d'abord on met le satellite en position verticale sur l'étage supérieur. Ensuite, ils font basculer l'étage supérieur et le satellite à l'horizontale. Ils mettent une demi-coiffe en dessous, une demi-coiffe par-dessus et ils ferment. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. C'est entre guillemets simple, quoi. Enfin, c'est, disons, bien pensé, quoi. Voilà, et puis sur Arianesat, à l'époque, je crois que ça a changé depuis, on ne pouvait pas signer la coiffe. Sur Proton, on pouvait signer la coiffe, donc c'est un moment intéressant aussi. Et tu as signé la coiffe en plus de mettre une petite signature sur le MLI? Ton nom était partout, quoi. Ouais, on est un peu, je sais pas comment dire, mais c'est laisser son empreinte un petit peu, ouais. Les panneaux sont testés avant le lancement ou enfin juste avant. Il y a deux choses, je pense. Déjà le déploiement des panneaux est testé, évidemment. Alors les panneaux solaires sont testés en intégration avant essai mécanique, essai vibration, et après essai vibration en général. Donc déjà pour les installer, en fait, on les déplie, on les couple après au satellite, enfin on les monte sur le satellite, et là après on les plie, après on fait les essais vibrations, et justement on fait un déploiement comme si on était en vol, après les vibrations pour vérifier que ça fonctionne, que tout ce qui est charnière, système de déploiement, il n'y a pas de câble qui se coince et tout ça, quoi. Voilà, exactement. Et puis aussi tout ce qui est circuit, on teste comme ça aussi le circuit électrique global qui permet le déclenchement des cisailles pyrotechniques ou des systèmes de release, de séparation des panneaux par exemple. Et pareil pour les antennes aussi.
Et Germain qui nous demande, ça arrive souvent de voir des trucs à corriger au dernier moment? Ouais. Ça arrive souvent? Oui, ça arrive. Ah ouais, ok. Souvent, ça arrive. Mais c'est du mineur, c'est jamais critique, quoi. Rarement. On verra sur Gaïa. Ah. On a eu un truc critique. Après, là, dans ces circonstances, oui, c'est plutôt réajuster une petite Émilie qu'on dit, ah tiens, elle va soit sur un satellite d'observation, elle va gêner peut-être le champ de vue de l'instrument. Là, la Émilie, elle est peut-être un peu trop près du mécanisme de déploiement de l'antenne. Il faudrait peut-être rajouter 2-3 bouts de scotch pour que ça gêne pas. Enfin, voilà quoi. Ok, d'accord. Le bout de capton, on connaît bien. Ouais, le capton. Moi, je dis toujours un satellite sans capton et puis sans les liens en plastique qu'on appelle les tie-ups, ça fonctionne pas en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si ça se passe mal, est-ce que vous avez des procédures déjà en place ou est-ce que vous improvisez? Alors, généralement, s'il y a des problèmes, alors ça dépend ce que tu appelles comme problème. Si on a des anomalies, je sais pas, un résultat de mesure qui est pas bon, un truc qui se déploie pas comme attendu, voilà. Déjà, on se pose souvent, on réfléchit au problème et on réfléchit au problème et on essaie de trouver la cause. Parce que souvent, si tu trouves la cause, en fait, tu vas trouver la solution. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc déjà on se pose, on demande aux spécialistes de regarder, d'analyser et puis on ébauche la solution de réparation ou de contournement par rapport au problème en équipe. Et l'assurance qualité, justement, quelquefois, c'est ce que je reviens sur ce que je disais au début, c'est un peu le garde-fou. C'est justement, il y a un petit souci, c'est « Oh non, on va aller mettre le bout de capton là, ou machin, on va aller faire ça. » Non, stop. On se pose, on réfléchit et on agit après. Voilà, on est un peu ce garde-fou quelquefois par rapport aux autres équipes, d'opérationnels qui voudraient aller vite et faire les choses, quoi. Voilà. Je vois toutes vos questions dans le chat, c'est super gentil de poser vos questions. N'hésitez pas à venir les poser à l'oral déjà. Et sinon, je pense qu'on va les prendre un peu plus tard. On va continuer d'avancer un peu parce que je m'en voudrais de ne pas pouvoir parler de Gaïa ce soir. Alors, on va essayer d'avancer. Voilà. Là, ça va aller vite. Je vous fais voir Proton. Voilà. Un gros lanceur impressionnant. On était en octobre. Voilà. L'AIT, j'ai oublié de le dire. Et là, c'est une des photos qui le montre. C'est un travail d'équipe. Donc là, typiquement, c'est toutes les personnes qui étaient là de l'AIT et pas forcément des gens on va dire le client par exemple, qui sont là pour une campagne de lancement. Il faut de la qualité, mais il faut des mécanos, il faut des mécaniciens, des électriciens, de la logistique, une secrétaire, quelqu'un pour la sécurité. Voilà, il faut différentes personnes aussi, pas forcément que des techniques aussi. Voilà. Et là, c'est donc le pas de tir. Le lanceur a été mis à la verticale parce que comme les Russes assemblent le lanceur à l'horizontale, au bout d'un moment, ils le mettent à la verticale et ça, c'est le pas de tir. C'est une photo qu'on voit pas forcément souvent. Proton encerclé de sa tour de lancement. Et voilà, on va parler de cet endroit-là. Parce que alors, sur le satellite sur lequel j'étais, il y avait une particularité, c'était un modèle, un vieux modèle. C'était un Eurostar 2000 plus et pas un Eurostar 3000 comme actuel. Et en fait, pour mettre le satellite sur batterie à un peu moins de 24 heures du lancement, en fait, fallait aller enlever fallait mettre un espèce de bouchon, en fait, ce qu'on appelle un bouchon électrique, qui permettait de faire un lien entre deux circuits électriques. C'est incroyable. Et en fait, on est passé à travers une trappe dans la coiffe. Voilà. C'est ouf. Mais punaise, je voyais sur le pâtis. Alors, pardon, mais j'ai vu ça passer sur Twitter hier aussi. Pareil, c'est aussi par une trappe dans la coiffe qui mettent le RTG sur les rovers type Curiosity, Perseverance, au JPL, au dernier moment, en fait. Et apparemment, beaucoup de lanceurs sont équipés beaucoup de coiffes sont équipés de trappes comme ça. Et oui, il y a plusieurs trappes. En fait. Il y a là sur la deuxième photo, on aperçoit un peu, mais je crois que j'en ai une par rapport à Gaïa. En fait, il y a les trappes notamment pour tout ce qui est climatisation de la coiffe.
Parce qu'en attendant que le lanceur est sur le pas de tir, s'il fait chaud ou s'il fait froid, et il faut que quand même le satellite soit un environnement, on va dire, stable. Et donc, il y a la climatisation. Donc, jusqu'à quelques heures avant le décollage, il y a la clim, quoi, sous la coiffe. Ok. Mais c'est juste des ouvertures dans la coiffe qui permettent à la clim extérieure de venir, ou c'est vraiment genre des trappes qui, avec genre, on met 2 clims autour de la coiffe et on envoie de l'air froid dedans? Non, là, on voit, il y a un espèce de gros tuyau, là, c'est de la clim un tuyau de clim qui arrive dans la coiffe, quoi. Ah ouais, ok. Voilà. Donc là, en fait, mon collègue est en train de mettre en place ses bouchons. Moi, je suis en train de l'aider, de vérifier que, il fait pas tomber les outils, même si on les a sécurisés, parce que justement, c'est le genre d'activité qu'il faut préparer en avance, parce que s'il fait tomber le tournevis entre la coiffe et le satellite, là, on n'est pas bien. Ah ouais, pareil, s'il fait tomber le tournevis entre la coiffe et là où on est sur le lanceur, sur les réservoirs du lanceur, donc mais pas bien. Si tu fais tomber un outil, là, c'est foutu. Tu dois tout ouvrir. Tu peux passer. Oui. Ou alors tu passes quelqu'un dans la trappe avec un treuil. Non, justement, c'est pour ça, tu sécurises les outils avec des lanières, voilà, tes lunettes, enfin voilà. Derrière, là, nous, on avait les harnais parce que la sécurité américaine, parce que là, c'était un lanceur International Launch Services, c'était les Américains qui opéraient, ils voulaient qu'on n'ait pas de soucis, que s'il y avait quand même un gap, bon, il n'est pas très grand, hein, il y avait, je sais pas... 50 cm, je pense que je passais pas, même si à l'époque j'étais moins enveloppée. Voilà, mais bon, il fallait être sécurisé, donc on avait les harnais, enfin voilà. Mais donc là, du coup, vous respectez pas les consignes salle blanche, vous êtes pas. Alors là, il y a la clim, donc du coup, il y a une surpression entre l'intérieur et l'extérieur. Mais si quelqu'un se penche à l'intérieur, il peut ramener des poussières? Ah, mais là, du coup, on voit pas, mais il y avait la Charlotte. Et là, c'est un télécom, donc la contamination, on va dire particulière, on s'en moque un peu. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà. Et là, on voit, par exemple, la signature sur la coiffe. Et ça, c'est vu de la plaine kazakh depuis le pas de tir. Ah, c'est ouf. Voilà ce que voit un lanceur avant qu'il aille vers l'espace. C'est fou. À ce moment-là, je m'en souviens très très bien. Je me suis dit, je suis quand même à un endroit exceptionnel qui a vu toute l'histoire du spatial, quoi. Ah bah oui, Baïkonour, c'est quelque chose. Hein. Et là, en plus, on voit des petits trucs blancs là par terre. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est plein de hublots, de prises d'air et tout ça. Et en fait, on se rend compte que c'est un dédale de bunkers et de choses sous terre. D'accord, ok. Voilà. Il y a plein de choses sous terre. Mars. On dirait Mars. Ce qu'on dit souvent, c'est que la plage est grande, mais la mer est loin. Oui. Là, c'est la belle plage, là. Ouais, c'est désertique. Voilà, un petit clin d'œil à un autre satellite sur Ariane, voilà, avec des Coréens. J'ai pas fait toute l'intégration sur ce projet, j'ai fait que la fin, mais c'était une sacrée expérience multiculturelle de travailler avec des Coréens, voilà, en équipe intégrée. C'était quelque chose. Voilà, et là, par exemple, vous avez le satellite posé, en train d'être posé sur le lanceur, donc ça, c'est le haut d'Ariane. Trop bien. Voilà. C'est trop classe. Et on va passer à Gaïa. Si vous avez incroyable. Gaïa. Si vous avez des questions. Je vois qu'il est déjà 21h30, Isa. Ouais, on va aller vite. Et non, ça frustre. Je sais pas si on voit encore, ça va Ouais, on voit. T'es dispo jusqu'à quelle heure? Parce que... On va voir. Mais... moi, ça va. Je parle de trucs qui me plaisent, alors je pourrais rester longtemps. Je sais pas si c'est les... Non, mais bon, on va voir. Accrochez-vous, mesdames et messieurs. On commence Gaïa. Il y a encore du contenu. Hein. Bon, après, je vous embête. Je sais pas, je vais peut-être dans trop les détails ou ça vous passionne pas, j'en sais rien. Je sais pas, dites-le. Je pense que les gens vont rester. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est dingue, et c'était que l'intro. non. Bon, écoute Isa, je te propose de rentrer dans le dur, rentrer dans le vif du sujet. Puis, Gaïa, sur orbite, on va dire que ça ressemble à peu près à ça. Voilà.
Un diamètre volante. là de part et d'autre de 10 mètres. Le tube là, il fait 3 mètres, 4 mètres de diamètre, voilà. La hauteur, c'est à peu près 5 mètres. Ce qu'on voit au-dessus, là, c'est une protection. Hein, donc, c'est parce qu'il y a en l'air, ça y est pas. En argent, voilà, là, ce qu'on voit là, en argenté. C'est le truc là avec les dents, là, c'est une protection, en fait. Ok. C'est ce qui a permis en fait de protéger tout ce qui était instrument optique pendant la phase d'intégration, en tout cas finale, à Kourou. Voilà. D'accord. Enfin, ouais. Donc voilà, ça c'est on reparlera de cette image après. Donc c'est quoi Gaïa? C'est un satellite de l'Agence spatiale européenne fabriqué en maître d'œuvre donc par Airbus, Defence and Space. À l'époque c'était Astrium. Donc après, qui a comme mission, enfin qui a comme objectif et qui est en train de le réaliser, cartographier plus d'1 milliard d'étoiles. Alors on dit en 3D. C'est pas tout à fait de la 3D, mais en fait, c'est de faire une cartographie d'une partie de la Voie lactée, de permettre d'avoir la position relative de toutes les étoiles qu'il va observer, les unes par rapport à les autres, et de voir leur distance aussi par rapport entre elles. Voilà. Donc ça s'appelle de l'astrométrie. Ça permet aussi de caractériser un certain nombre d'étoiles avec leur lumière, donc voir la couleur de ces étoiles. Alors, c'est de la photométrie. Alors, la particularité de Gaïa, c'est que c'est un instrument extrêmement précis qui va jusqu'à la magnitude de 20. Donc, à droite, j'explique ce que c'est la magnitude. En fait, c'est la luminosité apparente des étoiles. Et 20, en fait, vu de chez nous, on va dire, vu à l'œil humain, c'est pas très très brillant. Voilà. Donc ça permet quand même de détecter des étoiles pas très brillantes. Et pareil, donc Gaïa fait de la spectrométrie, c'est-à-dire voit la vitesse des étoiles par rapport à la Terre, ou du moins par rapport à la position du télescope. Et donc de voir, alors après je suis pas spécialiste d'astronomie, voir si les étoiles s'éloignent ou se rapprochent du point, on va dire, de référence. Et du coup, de voir éventuellement, je crois que ça peut servir à corréler aussi où va la galaxie, elle s'éloigne ou pas du centre de l'univers, du machin. Enfin voilà. Je suis pas astronome. Hein. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi là-dessus qui suivent le live. J'ai vu qu'il y avait Dassaju, Julien et puis il y avait Marine. Ils expliqueraient beaucoup mieux que moi. Voilà. Ça c'est une image qui a été faite à partir des données de Gaïa, où on voit la Voie lactée avec le centre ici, le plan galactique, hein, si je dis pas de bêtises. Et ici, c'est la constellation de Magellan. Voilà. Ah ouais. Donc voilà, ça ressemble. Alors Gaïa fait pas d'image. En fait, c'est les photons qui arrivent sur les télescopes et sur les capteurs qui sont après enregistrés en fait, et on sait avec tout un système d'algorithmes après quelle est la position de ces photons, et donc après ça permet de faire éventuellement des images quoi. Mais c'est pas un appareil photo, au sens strict du terme quoi. Il n'y a pas de capteur CCD. Si, mais ça fait pas une image statique. Ça fait pas une image statique en fait, comme un appareil photo quoi. Ok. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Mag 20, c'est pas que c'est pas brillant, c'est qu'il y a peu d'instruments capables de voir des sources aussi faibles. Ouais. Ok, voilà. Ouais. Je savais bien que Marine, donc Planétoscope, elle pouvait expliquer mieux que moi. Très bien. Voilà. Gaïa, c'est donc il y a déjà a été lancé en 2013, décembre 2013. Depuis la mise en service en juillet 2014 à peu près, a récolté un ensemble de données monstrueux,
Et en fait, par rapport au catalogue d'étoiles précédent qui avait été fait par le satellite Hipparcos, en fait, ce schéma montre que Hipparcos avait fait, on va dire, la couverture de la Voie lactée sur ce petit cercle. Et là, en fait, Gaïa fait soit, selon les données qu'on a, soit ce cercle-là, soit ce cercle-là. Ah Donc, ouais. en fait, Gaïa a multiplié par 400, voire plus, les données connues des étoiles de notre Voie lactée. Voilà, c'est phénoménal. Les scientifiques sont extrêmement contents. Il fonctionne extrêmement bien. Il y a eu déjà 2 catalogues d'étoiles publiés. Le 3e, c'est l'année prochaine, je crois. Voilà, c'est... Oh, c'est fou. Ouais, ils sont super contents. Oh, c'est trop Voilà. bien. Belle mission. Hein. Punaise, c'est trop bien d'avoir un catalogue, c'est fou. Un petit satellite qui te permet d'étendre ta compréhension de l'univers de cette façon, c'est fou. Alors Gaïa regarde les étoiles, mais il regarde aussi, de temps en temps, il détecte les astéroïdes aussi. Derrière, il a aussi permis d'améliorer des connaissances sur, par exemple, les lunes de Jupiter, et ça permet, je sais que, enfin, sauf erreur, il me semble avoir lu que ça permet d'améliorer les connaissances sur justement la trajectoire des lunes pour la mission de JUICE. Waouh. Ouais. Ah ouais. Ouais. Après, je pense qu'on parle de pouillem, gagner, mais pour la navigation, ce genre de choses, ça doit être important, quoi. C'est fou. Je savais pas que c'était possible. Ok. Donc Gaïa regarde très loin, mais il aide aussi à certaines choses beaucoup plus proches de la Terre qu'on pourrait croire. J'ai fait quelques articles sur mon blog sur ça. Ah oui. Voilà. Et après, il y a beaucoup de publications sur le sujet, notamment le site de l'ESA fait pas mal d'articles, enfin ESA Science fait beaucoup d'articles. Et à l'heure actuelle, je ne crois pas me tromper, mais Gaïa a fait l'objet de plus de publications que Hubble. Ah ouais? Ouais, je crois que ça a dépassé maintenant. Ah ouais, je crois qu'on me l'avait dit. Voilà. Et ça a été lancé quand, Gaïa, déjà? Alors, décembre 2013, mise en service juillet 2014. Et en 7 ans, ils ont fait mieux que Hubble. C'est fou. Après, ouais, je ne saurais pas faudrait retrouver l'info, mais je crois que j'avais lu ça. Ouais. Impressionnant. Alors Gaïa, on va parler un petit peu de l'intégration, mais je parle un peu de la fin. Je vous ai fait voir la mission et je vais vous parler quand même de où il se trouve à l'heure actuelle. Donc il est parti de Kourou, il a fait en fait un transfert, ce qu'on appelle vers le point de Lagrange L2, donc du système Terre-Soleil, en fait pour se mettre voilà, à cet endroit-là, à 1 500 000 km de la Terre, pour observer la Voie lactée. Alors pourquoi se mettre loin? En fait, c'est pour bénéficier de ce point de stabilité d'observation. Et d'être pas gêné en fait par le soleil, parce qu'on veut regarder les étoiles, mais surtout pas la nôtre. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Non, je lis pas le chat parce que je troller parle sur les trémas depuis tout à l'heure, mais bon, on est au-dessus de Qu'est-ce ça. qui se passe sur le chat? Il stresse parce que Gaïa avec tréma, sans tréma, on sait pas trop. Non, c'est sans tréma. Voilà, sans tréma. Au début, ça avait une signification avec astronométrie à un endroit. Enfin voilà, a priori, ça a été abandonné cette explication, mais il y avait c'était un acronyme. Voilà. Juste pour rappeler à celles et ceux qui nous regardent et qui ne sont pas très familiers avec le domaine spatial, point de Lagrange, ce sont des points de stabilité où on peut mettre des satellites et en fait on peut rester toujours autour de ce point-là en permanence et c'est très intéressant, comme l'a dit Isabelle, pour avoir un point qui est loin de la Terre, loin de la Lune, pour pas être gêné et qui a l'avantage d'avoir le Soleil toujours dans la même direction. Donc c'est des points qui sont très intéressants, notamment pour les télescopes spatiaux. Oui, au point de Lagrange L2, il y a plusieurs télescopes, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a Herschel et Planck. Herschel, Planck et d'autres télescopes américains, je crois. Voilà,
Oui, oui. Et puis surtout, des télescopes en projet, les futurs télescopes en projet sont presque tous pour partir en L2. Spica, évidemment. James Webb. Ouais. Voilà. Pour l'astrophysique, l'astronomie, c'est un point très intéressant. On s'éloigne de la gravité de la Terre, on s'éloigne de la perturbation du Soleil aussi. Alors justement, pourquoi on s'est mis là pour Gaïa? C'est les télescopes au sein de Gaïa, vous regardez la Voie lactée à l'inverse du Soleil, et ce fameux grand parapluie qu'on a là, en fait, c'est ce qui permet de cacher le Soleil. Voilà. Oui, c'est ça, d'éviter que absolument le moindre photon du Soleil tape dans l'espèce de cylindre qu'il y a au-dessus, qui est en fait l'optique. Qu'on appelle la Straylight. Donc les lumières parasites, c'est quelque chose qu'on ne veut pas à l'intérieur de Gaïa. Il y a eu quelques petits soucis d'ailleurs au début de la vie sur orbite de Gaïa par rapport à ça, qui ont été corrigés après en changeant un petit peu l'orbite, en changeant quelques... Je sais pas le détail technique de ce qu'ils ont changé, mais voilà. Si un moindre rayon du soleil arrive là-dedans, évidemment, ça va éblouir les capteurs, les télescopes, et on va pas voir ce qu'on veut vraiment observer, quoi. Évidemment. Donc en fait, ce gros parasol fait écran. Voilà. Est-ce que Gaïa, Florian demande si Gaïa est spiné sur son axe de rotation? Est-ce qu'il a un axe de rotation? Oui, c'est spiné, ok. Oui, alors, à quelle vitesse? C'est vrai que j'en parle pas forcément. En fait, il tourne autour du point L2 en faisant un certain nombre... il a une orbite de Lissajous, ça s'appelle. En fait, il tourne autour du point de L2. Il y a des vidéos sur le YouTube ESA qui expliquent très bien l'orbite de Gaïa. Je préfère vous dire d'aller voir ça. Et derrière, il tourne sur lui-même justement pour faire le balayage aussi et faire un peu comme on voyait Météosat, je vous ai dit, un peu. En fait, pour balayer le ciel et faire différentes zones de la Voie lactée, quoi. Et tu sais à quelle vitesse il tourne ou tu sais pas? Ah non, c'est très faible. Ah d'accord. En fait, il y a plusieurs systèmes de propulsion dans Gaïa. Je pourrais un petit peu en parler après pour vous expliquer. Voilà. 6 heures par rotation, nous dit le geek. Ah ouais. Très faible. Oui, c'est assez lent. Ah ouais, c'est lent. Ouais. 6 heures pour faire un tour. Ok. Donc Gaïa, c'est ce Lego-là. On a ce qui est le plus important, on va dire, pour la mission, c'est la charge utile ou le payload module. PLM, j'ai utilisé cet acronyme un peu plus tard. Alors dans le spatial, on adore les acronymes, il y en a partout. Voilà. Donc dedans, c'est les télescopes et les détecteurs. Voilà. C'est ce qui fait la mission. Et autour de ça, on a mis un certain nombre de choses pour aider à faire la mission. Notamment, il y a une structure porteuse du télescope et aussi des équipements annexes. Donc ce qu'on appelle le module de service, qui comprend après tout ce qui est réservoir d'ergols. On a une antenne de communication pour envoyer les télécommandes aux satellites et pour envoyer tout ce qui est donné sur Terre. On a ce fameux pare-soleil, réflecteur solaire ou sun shield. On parle en anglais sur ce genre de projet puisque c'est un projet européen. On a des panneaux solaires parce que dans l'espace, il faut de l'électricité et la seule façon d'en avoir, c'est prendre des panneaux solaires. C'est des petits panneaux solaires, il n'y a pas besoin de... On n'est pas très loin de la Terre, du Soleil quand même, on n'a pas besoin forcément d'une très grosse puissance, donc il y en a mais pas des énormes. Et puis pour protéger le télescope par rapport à tout ce qui est environnement spatial, conserver une certaine homogénéité de température, on a ce qu'on appelle une tente thermique, c'est ce truc noir qu'on voit sur les autres photos. Ok, et parce que le télescope, alors moi je vais parler en tant que thermicien, télescope il est refroidi à combien? Pas du tout refroidi, c'est que du refroidissement passif, il n'y a aucun système actif. Ouais, passivement, mais je veux dire, à quelle température il opère? J'en sais rien. Ok.
Attends, je Parce que passivement, en L2, avec juste une petite tente comme ça en noir, je vois pas de radiateur. Ça peut, à mon avis, ça doit pas être... Si, il y a des systèmes de radiation quand même. Il y a des petites, tu sais, des réchauffeurs. Il y a des réchauffeurs à certains endroits. Ah oui, alors c'est pour obtenir, tu vois, je m'étais pris mon anti-sèche. Ouais. C'est une température de moins 130 degrés dans la cavité de la charge utile. Ok. Voilà. Ok, bon, très bien. Très bien. Donc c'est pour ça qu'il y a notamment l'isolation, enfin l'isolation du soleil pour éviter que ça chauffe. En fait, la grosse difficulté de ce programme, enfin il y a plusieurs grosses difficultés. Donc déjà, c'est réaliser un télescope, enfin même pas, c'est un double télescope aligné avec des performances optiques et astronomiques, on va dire, effarantes. Enfin, Ouais, comme vous sûr. avez pu voir, des choses vraiment, on va chercher l'étoile qui brille très peu à une distance énorme. Je crois que c'est l'équivalent de regarder le ongle d'un doigt sur la Lune à partir de la Terre, quoi. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, les performances. Ouais. Rien qu'en termes de rapport de dimension, quoi. What? C'est fou. C'est ouf. C'est ouf. Ce qu'on arrive à faire, c'est dingue quand même. Ouais. Donc la très grosse contrainte, en fait, c'est justement que tout ce système de télescope et de détecteur soit dans une température constante, qu'il n'y ait aucune déformation thermoélastique. En fait, c'est parce que si tu dévies de quelques degrés, ça peut commencer à se tordre. Et donc, du coup, tu regardes des choses tellement infimes que si tu as ton miroir qui se déforme, ça va, ton faisceau, tes photons qui devaient arriver à un endroit, elles vont arriver à côté. Donc, ça va pas. Donc, il faut cette stabilité thermique et thermoélastique. Donc, en fait, il y a eu une très grosse contrainte, c'est d'isoler cette partie instrument de tout ce qui est en dessous, en fait, qui chauffe, par contre. Bien sûr. Parce que les électroniques, ça chauffe quand ça fonctionne. Les réservoirs, il y a aussi des systèmes de chauffe pour maintenir les ergols à bonne température pour qu'ils soient fonctionnels, on va dire. Donc tout ça, il fallait que côté charge utile et les modules de service, ça soit découplé thermiquement. Et j'y reviendrai en principe après. Okay. Donc ça, c'était une très très grosse contrainte au niveau de la conception et de la réalisation du satellite. Alors, comment on l'a réalisé? En fait, je vous fais une petite chronologie. En fait, là, c'est le module de service qui a été fabriqué à Stevenage, en Angleterre. Eux, en fait, c'est les spécialistes à Stevenage de tout ce qui est propulsion sur les satellites pour Airbus. Et il y a aussi à Friedrichshafen en Allemagne, mais Stevenage a une très grosse expérience aussi, tout ce qui est télécom notamment. Et là, ça a été fait chez eux. Donc, on voit l'intérieur du module de propulsion, du module de service avec tout ce qui s'appelle le module de propulsion. Donc, en fait, les réservoirs. Donc, on a des réservoirs pour l'arrivée sur l'orbite, la bonne orbite. La Soyouz a laissé, on va dire, en orbite basse terrestre Gaïa. Et il a mis je crois qu'il a mis 2 mois pour aller au point de Lagrange L2 par sa propulsion chimique. Voilà. Et il y a aussi le module, les réservoirs et la propulsion, en fait, pour justement la rotation du satellite sur lui-même en 6 heures. C'est ce qu'a dit quelqu'un tout à l'heure dans le chat. Donc 6 heures par jour, ou par rotation. 6 heures pour faire une rotation, pardon. En fait, c'est de la micropropulsion avec des petites tuyères de 1 newton. Et ça, c'est du gaz froid. Et en fait, donc c'est pareil, il y a le gaz froid, il y a les réservoirs de gaz froid à l'intérieur. Et là, en fait, donc Stevenage nous a livré à Toulouse la structure, la module de propulsion et toute la tuyauterie qui va avec. Donc là, on aperçoit un panneau avec la tuyauterie, avec les vannes qui vont bien, les systèmes de régulation de la pression et tout ça. Là, c'est vraiment connecté au reste, quoi. Là. Pardon ? Il est prêt à être connecté au reste du satellite. Voilà, là, on va dire, nous, on l'a reçu comme ça et
Voilà. Maintenant, il reste à assembler tout le reste. Hmm. Voilà, donc ça, c'était à l'été 2010, donc un peu plus de 3 ans avant le décollage. Ok. Voilà. Et 3 ans avant le décollage, donc vous aviez déjà... Ça m'étonne à chaque fois. 3 ans avant le décollage, vous avez déjà le module de service complètement fini, terminé, testé Non. Ah, il n'était Là, pas testé. c'était uniquement la partie propulsion et la structure. Après, il a fallu intégrer tous les équipements. Ah, c'est ce qui a permis, voilà, justement, tous les équipements électroniques. Pendant un an, on a intégré tous les équipements électroniques derrière, donc le processeur... l'ordinateur de bord, non? Oui, calculateur de bord, les équipements de mémoire, les transpondeurs pour assurer les télécommunications. Qu'est-ce qu'il y a les roues d'inertie ou les choses comme ça qui Oui, permettent... non, il n'y a pas de roue d'inertie. Ah, il n'y a pas de roue. Les gyroscopes. Voilà, les gyroscopes. Voilà, tous ces équipements qui permettent au module de service d'effectuer sa mission de mise à poste, de mise sur orbite finale, de contrôle d'attitude du satellite, et ensuite de rapatrier tout ce qui est les données faites par les instruments, de les stocker. Il y avait aussi les équipements en fait de processing des données. Parce que sur Gaïa, en fait, il y a les données brutes qui arrivent sur les détecteurs et c'est après collecté dans ce qui s'appelle les Video Processor Unit, où là, il y a des algorithmes de traitement pour déjà faire un pré-traitement avant de voyer sur Terre. Voilà. Okay. Donc, tous ces équipements sont dans le module de service et donc, il a fallu intégrer tout ça et ça a mis à peu près 1 an pour les monter, câbler, tester, faire les premiers tests. Voilà. Voir déjà si les équipements qui étaient fabriqués dans toute l'Europe arrivent en bon état, faire quelques tests de compatibilité entre eux. Est-ce que le calculateur discute bien avec la mémoire, l'équipement de mémoire, du genre de choses, quoi. Voilà. Je vois. Alors, je vois pas le chat, moi. Là, je suis désolée, je vois pas le chat, s'il y a des questions. Isa, est-ce que... Non, il n'y a pas de questions pour le moment. La stabilisation apparemment se fait, Florian, par les propulseurs à gaz froid, apparemment. Mais oui, tout à fait. Peut-être il devait peut-être y avoir des s'il n'y a pas de roues, c'est quand même, ça m'étonne un peu, mais je sais pas trop. Non. Ou des contrôles. Si, il y a des roues. Il y a des gyroscopes, ça c'est sûr. Des roues à inertie, là, je sais plus comment ça s'appelle. CMG. Contrôle moment gyroscope, ça doit être ça. Désolée, ça commence à faire il y a quelques années, donc j'ai oublié certains détails. Pas de souci. Donc en fait, on a intégré ce module de service et après on a fait la première intégration j'ai passé un peu tôt, du réflecteur solaire. Alors le réflecteur solaire, voilà, on a fait la première intégration. On avait en fait pas du tout reçu encore la charge utile, les télescopes, ce qu'on appelle la charge utile, donc ce qui fait la mission, les télescopes. On l'a pas reçu. On a mis en fait un espèce de gueuse, ça s'appelle une gueuse. C'était un truc en alu qui n'est pas du tout représentatif en termes de forme ni thermique, mais un poids mort en fait pour représenter quand même la masse. Je t'entends plus. Non, mais c'est parce que je ne parle pas. C'est normal. Ah. Okay. Je t'écoute. Ah oui. Oui, ben c'est ça. Enfin, je vois Olivier, il a mis dans le chat. Effectivement, c'est les gyroscopes à fibre optique. Oui, c'est. Pour moi, il n'y a pas de roue. Oui, tout à fait. Et en fait, Florian nous dit que la stabilisation doit se faire par le fait qu'il soit spiné. Comme il est spiné, ça le stabilise autour d'un axe de rotation. Oui, non, mais vous m'avez mis le doute, mais il me semblait pas qu'il n'y avait pas de roue. Donc, on a simulé, on va dire, la charge utile, on a mis la tente thermique et on a pu intégrer le pare-soleil. Donc là, c'est le pare-soleil en configuration pliée, comme il sera au lancement. C'est une ossature en carbone en forme de H, en fait. On a 12 pétales.
enfin 12 haches. Avec, en fait, pourquoi un H? Parce que la barre du milieu, c'est ce qui permet de se fixer en fait sur la tente thermique en haut. Et il y a un système de pyrotechnie et en fait, au moment du déploiement, après le lancement, en fait, cette cisaille pyrotechnique, ça explose, ça libère l'écrou et hop, ça libère le réflecteur. Le Sunshield. Ouais. Donc voilà, on a intégré ça et le reste en fait c'est de l'isolant, c'est des feuilles multi-couches d'isolant de Kapton qui permettent de faire cette isolation thermique du satellite. Et dessus, on a intégré aussi des panneaux solaires, voilà, qu'on voit ici. Et dans la slide d'après, j'ai une question sur la slide d'après, on a l'impression qu'il y a double couche. Alors il y a en fait il y a double couche et en fait il y a effectivement c'est ce fameux H, donc c'est des tubes, des tubes cylindriques et donc tu as une couche interne, une couche externe et en plus voilà. Ok, très bien. Ok. Et en fait ça s'est fixé en fait ici, chaque panneau est fixé là avec ce qu'on appelle les points de gerbage. Voilà, avec des cisailles pyrotechniques qui sont déclenchées électriquement. Donc, il y a un fil électrique qui va à un équipement particulier. Il y a un signal qui est déclenché et hop, ça libère le réflecteur. Alors, le setup, là, en fait, il y a plus de temps de setup, de mise en place du test que de test lui-même. Le test, il a dû durer à tout casser 10 minutes. Et en fait, on a passé facilement 2 semaines à mettre en place le setup et 2 semaines à l'enlever. Parce que tout ça, c'est conçu pour être fonctionnel dans l'espace. Et notamment les charnières qui sont là pour supporter à cet endroit-là, supporter le réflecteur, elles ne supportent pas la gravité. Et si on ne met pas des systèmes, en fait, ce qu'on appelle 0G, donc des suspentes qui compensent le poids des panneaux, donc avec des filins qui sont reliés, et on casse tout. Ah oui, tout pète. Ouais. Souvent, on utilise aussi parfois dans des grandes salles blanches, on utilise des ballons gonflés à l'hélium pour compenser. Oui, ça c'est surtout utilisé pour les antennes, les grosses antennes des satellites de télécom, on utilise les ballons. Et après, pour les panneaux solaires et pour ce réflecteur-là, le cas particulier de Gaïa, on utilise des suspentes 0G. Donc en fait, c'est des câbles qui sont reliés de l'autre côté, en fait, sur le long des grands tubes à des poids, en fait. Et là, on fait des réglages en fonction de la masse de ce qu'on a à compenser, quoi, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Je propose qu'on avance un peu. Je vois qu'il y a encore pas mal de contenu. Je ne sais pas s'il y a des slides Donc ça, c'était un très très grand moment parce que c'est la première fois qu'on voyait ce réflecteur. Là, juste, on voit un petit peu que là, on a la tente, mais dessous, on a un truc qui ressemble à rien parce que c'était cette fameuse gueuse. Voilà. Ouais. Quelques mois après, on a reçu l'antenne de communication vers la Terre, donc une antenne qui est orientable, mais électroniquement, et pas avec un mécanisme, parce que, comme l'a souligné Aedental, Olivier, on a une très grosse contrainte sur Gaïa pour éviter les perturbations des télescopes, et il faut éviter le maximum de pièces mobiles. Donc effectivement, l'antenne était très particulière, donc c'est cette antenne, voilà, qui est multi-faisceau et qui s'oriente en fait en fonction de la position du satellite vis-à-vis de la Terre, mais électroniquement en fait. Changement donc de ça, phase, je crois. Voilà, c'est des Espagnols de ex-Casa et Airbus, donc maintenant Airbus Defence and Space à Madrid qui nous ont fourni ça. D'accord. Voilà. Donc ça c'est l'extérieur et ça c'est l'intérieur de l'antenne avec l'électronique. Okay. Voilà, et qu'on a intégré donc au cul, du satellite. Du coup, ça faisait ça prenait le soleil vachement, ce truc-là. Oui, donc il y avait des très grosses émélies. D'ailleurs, je me demande si c'était pas des émélies à germanium, je crois. Ouais. Et là, ça doit chauffer quand même là-dedans. Parce qu'en plus, et là, en fait, tout le plateau, là, c'est des OSR, des Optical
surface. Non, comment ça, c'est quoi? OSR. Optical, surface réflecteur, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Surface réflecteur, en fait, c'est des espèces de petits miroirs collés les uns à côté des autres qui permet justement de réfléchir et de dissiper la chaleur qu'il peut y avoir sur les équipements à l'intérieur. Tout en absorbant très peu le spectre solaire. Ouais. Oui, tu sais mieux que moi. Ah mais ça, j'avais expliqué dans la conférence que j'avais faite chez Robin, mais je pense que tout le monde ici est au courant, parce que tout le monde suit les lives, évidemment. Ok, très intéressant. Est-ce que... Alors là, printemps 2012, tu m'as dit le lancement 2013, t'as dit ça? Ouais. Et là, ça va s'accélérer. À l'été, on fait l'essai vide thermique du module de service. Donc là, il y a tous les équipements à l'intérieur. C'est ça, ouais. Okay. Tout est câblé, quasiment à vide. Et donc ça, c'est la cuve à vide qu'il y a à Aix, Intespace. Ça s'appelait Intespace, maintenant ça fait partie d'Airbus aussi, qui est donc, pour ceux qui connaissent, à côté du canal du Midi, derrière le CNES. Donc là, c'est une des plus grosses cuves à vide du site. Il y a 2 grosses cuves à vide là-bas et il y en a 2 petites, sauf erreur. Voilà, donc ça vous donne à peu près la taille du truc. Là, il y a quelqu'un là, donc voilà la taille. Donc en fait, vous avez une... Okay. Vous avez une base et après, il y a une espèce de cloche qui vient se fermer. Voilà. Génial. Non, c'est le contraire. C'est le bas qui se monte, en fait. Oui. Ah ouais, d'accord, ok. La cloche reste et c'est le bas qui monte. J'ai un petit doute, mais voilà. Ok. Bon, là, ça montre quand même tout le besoin de, encore une fois, connexion extérieure. Oui. Je vois qu'il y a un espèce de passe-câble par le côté. Il y a tout un tas de trucs qui seront évidemment pas présents une fois que le satellite est dans l'espace, mais tout ça est bien caractérisé et corrélé dans un modèle dédié, comme on l'avait expliqué la semaine dernière. Je ne rentre pas dans les détails, mais là, si tu as Isabelle, des anecdotes là-dessus, n'hésite pas. Ouais. L'objectif, là, c'était le vide thermique du module de service, mais aussi on a simulé en fait la présence de la charge utile avec ces tuyaux qui, eux, sont froids et pour vérifier en fait que la couche supérieure d'isolation, elle effectue bien son rôle thermiquement. Dessous, c'est pareil, on a simulé pour l'antenne du chaud, du froid, en fait, en fonction des moments, pour voir si les capteurs réagissent comme les modèles attendus. Voilà. Le setup a été extrêmement compliqué sur ça. On a eu donc l'accès est pas facile déjà, faut y arriver. Là, on voit pas, mais c'est des espèces de panneaux. Justement, qui sont refroidis pendant le vide thermique, mais qui sont inclinés, qui sont super glissants. On est avec des protections, des surchausses sur les chaussures. Du coup, on glisse, on est tout le temps en déséquilibre. Au moment de faire les tests, avant de fermer la cloche, on fait quelques tests pour voir que toutes ces connexions marchent. Il y a eu une saute de courant à Intespace. Ça a disjoncté, on savait plus trop. Enfin bon, c'était. Alors que le satellite était sous cloche ou non, c'était avant, mais du coup, ils savaient pas où était le disjoncteur. Enfin, c'était un truc. On devait mettre sous vide le dimanche matin. En fait, on a mis sous vide le dimanche un truc à 20h ou 22h. Moi, ça faisait 7 jours que je bossais, j'en pouvais plus. Enfin voilà, c'est. Et après, c'est jour et nuit, quoi. T'étais là jour et nuit. Enfin, tu avais fait des astreintes jour-nuit, des choses comme ça? Ouais. Ouais. Alors après, moi, une fois que c'est sous cloche, en fait, généralement, la qualité, on fait plus grand-chose. On prépare la suite. Pendant le vide thermique, c'est les thermiciens qui bossent, voilà. Et les électriciens, la qualité, on est beaucoup moins présent, on prépare la suite, voilà. Mais pour la mise en place du setup, vérifier que y a pas quelque chose qui, pareil, un peu comme la mise sous coiffe, il n'y a pas un truc qui a été oublié, une pince coupante, un rouleau de scotch, je sais pas quoi, quelque chose mal attaché qui pourrait, lors de la mise sous vide, détériorer le satellite. On est là, enfin voilà. Mais gros moment de
de présence et de stress parce que une journée de vide thermique, ça se mesure en centaines de milliers d'euros, je crois. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Et puis, c'est surtout une fois que c'est sous vide, s'il y a quelque chose qui se passe mal, casser le vide, ça coûte beaucoup et on perd beaucoup de temps au niveau planning. Donc, vaut mieux s'assurer avant de fermer le caisson que tout est bien en place, voilà, pour éviter que ça foire derrière. C'est les moments un peu stressants. Hein. Il y avait une question à ce sujet, je ne sais plus qui demandait s'il existe une liste. Ah, mais si, oui, on y a répondu, ça. Le geek sur les listes Remove Before Flight, ça, oui. Oui, tout à fait. Il y a des listes et on a ce qu'on appelle des valises de conformité. Donc, en fait, il y a des emplacements pour des éléments critiques qui doivent être sur satellite, qui doivent plus être dans la valise à la fin. Et il y a des emplacements dans les valises pour les capots qui doivent être déposés, en fait. Le capot, protection ou éléments qui ne doivent pas voler et qu'on doit retrouver dans la valise à la fin. Et Ashlyn nous demande combien de temps ça met à mettre sous vide. Ça dépend de la taille du caisson, forcément. Là, je pense que c'était à peu près 6 heures, 8 heures de mise sous vide. Je dirais ça, mais je me souviens pas vraiment. Ok, très bien, super intéressant. C'est trop cool ces photos, elles sont super. Alors, il y a la plupart des photos, j'en parle à la fin, mais en fait, c'est moi qui les ai prises. Parce que c'était aussi mon boulot de traçabilité, en fait, de travail de traçabilité, de tracer les différentes étapes d'intégration du satellite. Alors là, c'est des vues d'ensemble, mais aussi, on est là à faire des photos du câblage à tel endroit, de tel équipement à tel endroit, du réchauffeur, de la thermistance, de plein de détails en fait pour tracer et avoir une collection de photos pour, en cas d'anomalie, chercher où est-ce qu'on a ça, quoi. Alors sur Gaïa, je n'étais pas toute seule en assurance qualité. Moi, on va dire, je chapeautais et après j'avais des contrôleurs qualité qui étaient techniciens, d'ailleurs la plupart. Donc on parlait de début, voilà, des niveaux techniciens qui étaient là pour faire ces inspections et ces contrôles. D'accord, ok. Là, je passe côté charge utile, en fait. Donc c'était une autre équipe chez Airbus, côté instrumentation, comme le début, qui était vraiment en charge de la charge utile, donc du télescope. Donc pour vous faire voir un petit peu ce qui se passait de leur côté. Là, par exemple, ça, c'est un des 2 miroirs primaires. Donc, beau morceau de miroir en carbure de silicium, donc extrêmement stable thermiquement, avec un dépôt réfléchissant dessus. Voilà. Donc, le même matériau qui est utilisé sur Herschel. Carbure de silicium, c'est vraiment le truc qu'on utilise tout le temps pour faire les miroirs. Alors, c'est un brevet Airbus et Boostech à Tarbes. Et depuis, je crois qu'il est passé dans le domaine public maintenant, mais ça a été, c'était un brevet Airbus. Et ça, c'est le plan focal. Ce qu'on appelle le plan focal, en fait, c'est ce qui permet de récolter les photons qui sont issus des télescopes à bord de Gaïa. Et en fait, c'est 106 CCD. Donc les CCD, vous en avez un dans votre appareil photo, sauf que ceux-là, ils sont ultra précis. Ça, c'est l'assemblage du plan focal. Chaque CCD est aligné les uns par rapport aux autres au nanomètre, près, collé avec des techniques très particulières. Là, c'est de l'orfèvrerie. C'est un métier. C'est vraiment, il y a des spécialistes par rapport à ça. C'est du savoir-faire particulier. Voilà. Ah, c'est impressionnant. Je savais pas que ça ressemblait à ça, tu vois. C'est fou. C'est fou. Donc le plan focal, on va voir, je crois qu'il y a une photo plus loin, ça fait à peu près 1 mètre, là ça doit faire à peu près 1 mètre de long, quoi, à peu près. Peut-être un peu moins, je suis pas très bonne en estimation de distance. Super impressionnant. N'hésitez pas, si vous voulez venir sur le Discord nous poser des questions, il n'y a aucun problème, hein, on est là, venez nous poser vos questions si vous en avez. À l'oral, je sais que vous êtes fatigué, mais on est en week-end, on peut rester un peu tard, on peut poser des questions, on peut discuter. Venez, il n'y a aucun problème. Ouais, Olivier, c'est vrai que je pense pas au repère banane. La banana for scale, si Alice nous voyait.
Si Alice le Ouais. voyait. Space Banana. Excellent. En fait, c'est pareil, il y a pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a des vidéos sur YouTube ESA qui expliquent un petit peu le fonctionnement de ce flanc focal. En fait, tu as des photons qui arrivent et chaque photon, en fait, grâce au spin du satellite, va arriver à un moment donné sur un détecteur, un deuxième, un troisième, et en fait, voilà. Et en fait, le photon va faire une ligne et va détecter un endroit, et après avec toute une série d'algorithmes de calcul, ils vont pouvoir déterminer tel photon c'est telle étoile, tel autre photon c'est une autre étoile, et donc du coup la distance et la position relative des étoiles entre elles, quoi. Voilà. C'est impressionnant, c'est ouf. Oui, c'est vraiment là. En fait, quand ils ont décidé de la mission Gaïa, ce qu'ils voulaient faire, bon, ils avaient Hipparcos comme référence, mais ils voulaient faire mieux. Et donc, ils ont commencé à imaginer l'architecture, donc les spécialistes à l'ESA et puis chez Airbus. Et en fait, il y a beaucoup de projets comme ça, de scientifiques, où en fait, on sait ce qu'on veut faire, mais en fait, on ne sait pas encore le faire. Ouais. Techniquement, on ne sait pas encore trop comment le faire. Voilà. Et la mission a quand même été approuvée, et toutes ces technologies, ces algorithmes et tout ça ont été développés pendant... Ouais. Impressionnant. Il y a des trucs de fou, quoi. Et alors la slide d'après, je vois que tu as... Donc tout ça, évidemment, comme on disait, c'est sensible à tout ce qui est contamination. Alors les particules, la poussière, mais aussi tout ce qui est contamination chimique, les hydrocarbures, les silicones. On fait très attention par rapport à ça, et on mesure ces choses avec des capteurs, des petits senseurs, enfin des témoins de contamination, on appelle ça. Parce que c'est comme les doigts sur les lunettes, et à un moment donné, s'il y a des choses qui se posent dessus, on voit plus rien. Donc tout ça, c'est vraiment fait dans des environnements ce qu'on appelle classe 100, vraiment très peu de particules pour éviter toute contamination. Alors ça, en fait, c'est une photo qui vous montre une pièce de chaudronnerie, entre guillemets, parce que c'est du carbure de silicium, donc en fait, c'est pas des pièces de métal assemblées les unes aux autres. Et voir un peu la taille de l'instrument, c'est la structure porteuse de tous les miroirs, en fait. Et c'est pareil, c'est en carbure du silicium, donc thermiquement, c'est passif, c'est stable. C'est aussi par rapport aux déformations, c'est très stable. Et voilà, donc et en fait c'est des tronçons qui sont collés les uns aux autres. C'est creux à l'intérieur, je suppose. Oui, c'est un tore. Ouais, oui, c'est un tore. Et ça a dû coûter la peau des fesses, c'est sûr, à mon avis. Oui, c'est clair, ouais. Ah, c'est une pièce unique, voilà. Pièce unique, carbure de silicium, fabriquée sur mesure. Ouais. Alors ces tronçons, c'est intéressant. Ouais. C'est marrant parce que on assiste à des discussions similaires sur Spica, sur lequel je travaille, et avec nos partenaires industriels aussi, qui essayent de designer aussi pareil des espèces de tores comme ça pour soutenir le télescope. C'est marrant de voir que les designs, enfin cet aspect de tore pour soutenir toute la structure d'un télescope en silicium, c'est toujours utilisé parce que c'est ultra efficace en fait. Alors ça, c'est justement un schéma alors, je sais plus comment je fais pour ça. Ah, attends. Comment je fais ? Je vous ai mis un petit truc, vite fait. Désolé, techniquement. Tu avais mis une vidéo ? Ouais, ça marche pas. Zut. Ouais, ça marche pas. T'arrives pas à cliquer dessus ? Si, mais ça n'apparaît pas. Je peux la montrer si tu veux. Ok. Je peux la montrer. Parce qu'on est organisé. Paf. Ah mince. Hop.
En fait, donc c'est pour vous faire voir le schéma. Alors, je sais pas si vous. Le schéma du Thor avec justement les différents miroirs et pour vous faire voir en fait qu'il y a 3 instruments dans la charge utile. Il y a 2 télescopes qui sont décalés avec un angle très précis de 110 degrés pour le trajet et optique. Donc les photons des étoiles arrivent sur le grand miroir rectangulaire, va après dans un miroir secondaire M2, dans un 3e miroir M3 et après va vers le plan focal. Mais entre deux, il passe aussi dans ce qui s'appelle le RVS, c'est pour les couleurs avec des filtres, voilà, pour déterminer la couleur des étoiles. Et là, je t'entends plus, donc je sais pas si... Pardon, c'est moi qui étais mute, excuse-moi. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on voit que le plan focal, il est en contrebas par rapport au miroir. Et du coup, la lumière, elle est déviée et elle descend petit à petit avec le jeu de miroir. Oui. D'accord, c'est intéressant comme architecture. Ouais. En fait, ça fait... ça fait... Chemin optique un peu en escalier, quoi. Voilà. Donc le 1, le 2, le 3, et hop, ça passe là-dedans, et après ça va dans le plan focal. Super. Ouais, il y a même un M4, enfin voilà. J'ai pu montrer la vidéo, hein, donc ils ont... T'as pu montrer la vidéo. Ouais. Voilà. Voilà, c'est tout ça. Il a fallu qu'ils alignent tout ça avec des précisions énormes. Pareil, la position entre les 2 télescopes. Donc j'ai dit 110 degrés, ce qui s'appelle le basic angle, l'angle de base, parce que ça permet. Alors je saurais pas expliquer, mais pour avoir après la position relative des étoiles les unes par rapport à les autres. Et tout ça, en plus, c'est contrôlé informatiquement avec un système, voilà, qui s'appelle Basic Angle Monitoring. Enfin, c'est hyper complexe. Donc ça, c'était vraiment le métier de l'instrumentation. C'est un métier à part avec des opticiens qui est une spécialité vraiment très particulière. Donc moi, en fait, l'instrument, il m'est arrivé comme ça, fini comme ça, au niveau satellite. Prêt à assembler, prêt à voler, quoi. C'est impressionnant. Donc voilà. Donc là, c'était pendant leur essai mécanique où on voit quelques câbles, pour les capteurs. Mais voilà, le grand miroir M1 et là le plan focal intégré avec toute sa filasse, en fait, tous ces câbles qui vont descendre après vers le service module et les fameux vidéo processeur unit. Voilà. Magnifique, hein. Tout est magnifique. Les MLI, elles sont tellement bien pliées, tout, c'est trop beau. C'est de l'art favori, le collage, c'est obtenu par des petits pions là qu'on aperçoit orange. Tout ça, c'est des points de fixation des MLI pour pas qu'elles bougent au moment du lancement et qu'elles se déchirent, qu'elles se décollent, qu'elles viennent enlever une partie du champ de vue du télescope ou tomber je sais pas trop où. Tout ça, c'est calculé alors par les thermiciens pour savoir quel MLI on met à quel endroit. Et aussi avec ce qu'on appelle les architectes mécaniques pour savoir où est-ce qu'on colle les choses pour que ça résiste, qu'on tire pas trop sur la MLI, qu'elle se déchire pas au décollage. Enfin voilà. C'est top. C'est impressionnant de voir ça. Hein. Oh là là. Voir cette Je reviendrai sur les pieds tout à l'heure. Si ça vous intéresse toujours. Attends, je vais juste couper la vidéo YouTube. On va dire au revoir à YouTube et reprendre YouTube juste après. Salut YouTube, à tout de suite.